Je commence ici une série de vidéos qui seront plutôt courtes sur la musique instrumentale du classicisme, qui serviront surtout à vous donner des recommandations d'écoute parmi l'assez importante quantité de pièces que j'ai placées sur le site de la bibliothèque. Je vous indiquerai donc ceux qui me paraissent les plus importants à écouter et les autres étant donc proposés pour aller plus loin et consolider vos connaissances. Quelques généralités tout d'abord sur la musique instrumentale du classicisme. Remarquez que c'est la première fois que je commence un chapitre d'histoire de la musique en parlant de la musique instrumentale. En fait, la musique vocale reste prépondérante à l'époque du classicisme. Si vous aviez posé la question à un kidam de cette époque, qui étaient les grands compositeurs, il vous aurait cité que des compositeurs d'opéra. C'est toujours l'opéra qui draine le plus de personnel, le plus de compositeurs et le plus d'argent. Vous savez que c'est le rêve de la vie de Mozart, par exemple, de se mettre à l'opéra. C'est une bonne partie pour ça qu'il est allé à Vienne. C'est le rêve de la plupart des compositeurs d'entrer dans le monde de l'opéra à cette époque. Les compositeurs, cependant, pratiquant la musique instrumentale seulement, ou principalement, deviennent de plus en plus nombreux. C'était déjà le cas de Corelli à l'époque baroque, c'est maintenant le cas de Haydn et de quelques autres. On commence à avoir des compositeurs qui se font connaître comme compositeurs de musique instrumentale spécifiquement. Et donc la musique instrumentale prend de l'importance. Pourquoi prend-elle de l'importance? D'abord parce que le système tonal le lui permet, on l'avait vu au baroque, lui permet d'avoir une structure propre, la forme sonate le permettra aussi largement, mais aussi pour des raisons sociologiques, parce que, je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, le classicisme voit l'émergence de la bourgeoisie, ou du moins la consommation musicale de la bourgeoisie européenne s'accroît. Ça se voit sous deux aspects. Tout d'abord, la bourgeoisie apprécie des spectacles de déferlement de virtuosité, d'où les concertos. C'est de la musique qui est difficile à jouer, spectaculaire, mais relativement facile à comprendre. On l'avait vu avec la forme ritournelle de Vivaldi, c'est une structure qui est relativement simple et qui est répliquée presque toujours à l'identique. La bourgeoisie apprécie cela et apprécie également la musique qu'elle peut elle-même jouer, et donc consomme de la musique pour amateurs, les fameuses sonatines que les compositeurs écrivent pour la fille de la maison ou le bourgeois lui-même qui vient de débuter le violoncelle et qui a envie de jouer une musique assez jolie à jouer et pas trop difficile. Donc, c'est la bourgeoisie, un public qui apprécie la musique instrumentale. Elle apprécie aussi l'opéra, mais également, écoutez, la musique instrumentale. Un autre effet de cette amateurisation de la musique, c'est qu'on voit apparaître des traités d'apprentissage des instruments. Il y en a des assez célèbres, des traités de didactique des instruments. Par exemple, Quantz pour la flûte, Carl Philipp Emanuel Bach pour le clavier, Léopold Mozart pour le violon, etc. Et on voit aussi apparaître une homogénéisation des formes. Pratiquement tous les genres instrumentaux suivent la même forme à l'époque classique. Il se passe à peu près la même chose qu'à la Renaissance, et un peu pour les mêmes raisons d'ailleurs. Le fait que les compositeurs écrivent tous plus ou moins pour les mêmes raisons, les mêmes types de musique. Tous les genres de musique instrumentale, presque tous les genres de musique instrumentale, se mettent à faire de la forme sonate. Vous verrez en analyse ce que c'est que la forme sonate en détail, c'est un sujet important du cours d'analyse, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais j'aimerais remarquer un certain nombre de choses. Tout d'abord, le fait que c'est vraiment la forme centrale de l'époque classique. Comme je l'ai dit, presque tout est écrit en forme sonate, ou se rapproche d'une manière ou d'une autre de la forme sonate. Même les formes rondeaux sont souvent mixées avec les formes sonates. La forme ritournelle des concertos aussi est souvent mixée avec la forme sonate. Et j'aimerais faire remarquer aussi que cette forme sonate, qui est un développement de la musique de danse, donc qui est très tonale de l'époque baroque, c'est une forme extrêmement large, et qui permet donc pas mal de variantes et pas mal de contrastes, d'intérêt au niveau mélodique, de recombinaisons structurelles et formelles. Le génie des compositeurs peut donc s'exprimer, bien que la forme soit toujours la même, fondamentalement, de façon toujours renouvelée. Ce qui est à la base de la forme sonate à l'origine, c'est pas tellement les thèmes, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est plutôt un plan harmonique. C'est un plan qui est très simple, donc je peux l'expliquer en quelques mots. Prenez par exemple une forme sonate, disons une symphonie ou une sonate ou un premier mouvement de concerto, même à la rigueur, ou un quatuor, bref, n'importe quoi en forme sonate, musique instrumentale en fa majeur. Vous avez un premier groupe thématique, parlons pas de thème, vous avez une première section en fa majeur, puis vous allez moduler en do majeur, la dominante, et vous avez une cadence en do majeur, reprise. Vous avez donc modulé à la tonalité de la dominante, vous avez cadence parfaite à cette tonalité, reprise. On reprend cette première partie. On passe à la deuxième partie. À la deuxième partie, vous reprenez le do majeur auquel vous êtes arrivé, tonalité de la dominante, et après souvent un voyage un peu plus modulant, vous revenez au fa majeur initial. Et vous faites de nouveau une reprise. Il y a toujours la deuxième reprise dans les formes
de type sonate et même dans les formes de danse classique. Il y a par exemple, petit message en passant, absolument aucune raison de ne pas faire la deuxième reprise dans les muets. Lorsqu'on reprend un muet après un trio ou la deuxième reprise des formes sonates des premiers mouvements, elle est faite. Elle est indiquée par les compositeurs jusqu'à au moins au milieu de la carrière de Beethoven. Il n'y a aucune raison de la supprimer. C'est une tradition qui est assez vivace aujourd'hui parmi les instrumentistes, mais qui ne repose sur rien. C'est juste une tradition qui a été imposée par le romantisme. Les classiques n'ont jamais voulu ça. Donc c'est une forme très symétrique avec ces deux reprises, justement, première partie tonique dominante, deuxième partie dominante tonique, exactement comme la musique de danse baroque, qui évolue de façon de plus en plus longue et de plus en plus développée. Et au bout d'un moment, on y ajoute des thèmes, on y ajoute une structure thématique, c'est ce que vous verrez justement dans les cours d'analyse et que vous savez probablement déjà du reste. Ces thèmes créent au final une forme qui n'est plus tellement en deux parties, mais en trois parties. Vous avez d'abord une exposition, c'est la première partie avec la reprise, où différents thèmes sont exposés, certains dans la tonalité principale, d'autres à la dominante, Fa et Do dans mon exemple. Et ensuite, vous avez une deuxième partie où vous développez ces éléments, c'est la partie modulante, partant de Do qui va revenir à Fa. Cette partie module et reprend différents éléments des thèmes, elle fait ce qu'on appelle du travail thématique, des morceaux de thème, elle fait des marches, des modules, etc. C'est un développement. Et enfin, vous revenez à Fa majeur et toute la fin, par exemple, Fa majeur, et toute la fin, c'est ce qu'on appelle la réexposition. On reprend tous les thèmes qui ont été présentés au début et on se retrouve à la fin une cadence parfaite en Fa majeur. Ça devient donc plutôt une forme en trois parties dès le moment où on commence à s'intéresser plus au thème et à la confrontation de thèmes qu'à un plan harmonique. Cependant, le plan harmonique reste fondamental et vous verrez dans les exemples, notamment chez Haydn et Mozart que je prendrai, que je parlerai essentiellement de plan harmonique plus que d'emploi de thème. Les deux sont toujours liés chez l'un comme chez l'autre. Donc voilà, cette forme sonate, il est vital que vous la connaissiez et que vous la compreniez bien, même si je suis passé très vite, on va vous y aider justement dans les cours d'analyse et peut-être aussi dans les cours d'harmonie. Parce que toute la musique instrumentale classique est faite selon ce principe, et une bonne partie de la musique romantique, et même du XXe siècle aussi. C'est, disons, la forme standard de la musique instrumentale que vous apprenez à la HEU. Il y a pratiquement toujours des références qui sont faites à cette forme-là. Et donc, c'est important de pouvoir entrer dedans et comprendre comment elle fonctionne, en tout cas dans les grandes lignes. Même un peu plus que dans les grandes lignes. Alors, première section que je vous propose de considérer, il y en aura 4 en tout, la musique pour clavier. Comme je l'ai écrit, je ne vais pas lire tout ce que j'ai écrit sur le PDF, mais c'est à cette époque, l'époque du classicisme, que le pianoforte, progressivement, ce n'est pas encore le piano moderne, mais remplace progressivement le clavecin, de nouveau en lien avec la bourgeoisie, comme vous le voyez. Il existe différentes écoles, disons, d'écriture de piano à l'époque classique en Europe, pas seulement les Viennois, même si, encore une fois, les exemples des Viennois seront intéressants et on va en étudier quand on parlera de Haydn et de Mozart. Je pourrais intituler cette vidéo « Le classicisme sauf Haydn et Mozart ». J'ai fait un point d'honneur dans les exemples que je donne à ne pas mettre du tout d'exemple de Haydn et de Mozart, à une exception près, qui est un exemple du Mozart de 8 ans, pour montrer que bon, Mozart écrit de la musique très tôt, mais aussi que c'est de la musique encore très standard. La personnalité de Mozart n'est pas encore très affirmée à l'âge de 8 ans, manifestement. Mais tout le reste, ce n'est pas du Haydn et ce n'est pas du Mozart. Et il y a plein d'autres très belles choses à l'intérieur de ces extraits. Donc, différentes écoles de musique de clavier. Tout d'abord, disons, le prédécesseur de tous, c'est Domenico Scarlatti, compositeur né en 1685, donc de la génération des grands baroques, mais dont les sonates illustrent ce qu'on appelle souvent le style galon ou le style pré-classique, de même que Alberti, l'inventeur de la fameuse basse d'Alberti. Alors voilà un exemple que je vous recommande d'écouter, en plus c'est très très court, où vous avez un exemple de cette forme proto-sonate, si vous voulez, ou forme sonate des débuts, où il n'y a pas vraiment de thème, vous voyez que c'est une sorte de déferlement de double croche, c'est difficile de trouver des thèmes, à cet égard-là c'est presque plutôt baroque encore, mais où le plan harmonique est clairement celui de la forme sonate. Vous partez de Fa dièse, alors en l'occurrence on va à la dominante et pas à la relative, bien que ce soit en mineur, Fa dièse mineur, vous arrivez en Do dièse, la dominante, vous repartez de Do dièse, et vous arrivez sur Fa dièse à la fin. La durée des deux parties est sensiblement la même, comme vous le voyez, il n'y a pas de différence. La logique du début ressemble un peu à une invention baroque, mais remarquez que, même si ce n'est pas là qu'on le voit le mieux, il y a un changement de nombre de voix. Ici, par exemple, on se retrouve avec des accords, alors qu'avant, il n'y en avait pas. C'était une logique d'écriture à deux voix, et à la fin, on change aussi le nombre de voix. Ce n'est pas non plus très chantable, on reste dans une virtuosité de type italien, si je puis dire. Voilà, c'est à ça que ressemble, avec ces deux reprises, une sonate préclassique de Domenico Scarlatti, c'est du reste une des premières et une des plus célèbres. Ça peut se jouer au pianoforte comme au clavecin. On ne fait absolument pas de différence entre la destination des œuvres à cette époque, et c'est pour cette raison que j'indique la plupart du temps musique pour clavier, sonate pour clavier, et pas sonate pour piano ou pour clavecin. Il n'y a pas vraiment de sens à le faire. Juste comme exemple, c'est quoi une basse d'Alberti?
je vais prendre complètement au hasard, ben voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Ce n'est pas exactement une basse d'Alberti, mais c'est une variante de basse d'Alberti, c'est une battue entre deux notes qui crée des accords. On va trouver une vraie basse d'Alberti, voilà. Voici une vraie basse d'Alberti, écrite par Alberti en personne. Vous voyez que, bon là il y a un retard, mais de ce temps-là, vous avez les notes La, Fa dièse, Ré, Fa dièse, qui créent un accord qui sous-tend l'harmonie. La mélodie, le suivant en faisant une sorte d'appoggiature montante apparemment, ça doit être une carte sixte de passage. Ensuite, vous avez un accord Si bémol, Ré, Sol, etc. Donc c'est une seule voix, mais qui forme des accords. C'est une technique qui est très souvent utilisée également par Mozart et par Haydn. Là, vous la voyez apparaître chez Alberti. Autre chose, au nord de l'Allemagne, vous avez ce qu'on appelle souvent le style sensible, Empfindsamer-Stil, en bonne partie illustré par l'un des fils de Bach, probablement le plus intéressant des fils de Bach, Carl Philipp Emanuel. C'est une fantaisie, ça n'a plus du tout le même sens qu'à l'époque baroque où c'était une pièce faite selon un contrepoint strict. L'idée de contrepoint reste toujours valable, c'est un fils de Bach quand même, mais c'est surtout une pièce qui va dans tous les sens. Et si vous l'écoutez avec un parti pris d'ordre et de symétrie sur le classicisme, ben ça, c'est pas classique. Vous êtes en face d'une musique qui a l'air romantique. En fait, le compositeur exprime effectivement ses sentiments, ses fantaisies au sens romantique du terme. On appelle parfois ça un style pré-romantique d'ailleurs. Et là aussi, je vous recommande vivement de l'écouter parce que c'est extrêmement surprenant et dépaysant par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la période classique. Les fantaisies à l'époque classique, en général, ça devient ça. Il y en a aussi de Mozart, par exemple, en do mineur, qui est aussi relativement libre dans la structure. Et donc là, il n'y a pas de forme sonate. C'est justement une des exceptions dont je parlais tout à l'heure. À Paris, c'est Schobert, compositeur qui est complètement inconnu aujourd'hui, qui est actif. Je recommande surtout l'écoute au pianiste parce que c'est encore une fois pas du tout de la mauvaise musique et je vous recommande de découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. Je crois bien d'ailleurs que c'est un très bon enregistrement, si je me souviens bien. Clementi à Londres est le compositeur qui fait le lien avec Beethoven. Vous voyez, 1783, on est vers la fin déjà de mon époque classique, si vous passez l'expression, et c'est l'un des compositeurs qui a le plus inspiré Beethoven. Il est relativement célèbre, mais surtout pour les œuvres faciles. Malheureusement, il a aussi fait des vraies sonates intéressantes. Et à Vienne, vous avez d'autres compositeurs que Mozart et Haydn, notamment Wagenseil, qui est un petit peu le père ou le prédécesseur de Mozart et Haydn avec Mon, et Kotzluch, là c'est un peu plus tard, aussi une œuvre très intéressante, et un compositeur qui a été éclipsé par Mozart, mais qui est, à mon avis, à redécouvrir si jamais vous ne le connaissez pas. Voilà, ça c'est pour la musique pour clavier, avec donc différentes écoles et différents types de musique, en plus de Haydn et de Mozart, dont, je répète, on parlera après. Je vais déjà vous laisser aller écouter ces œuvres et je reviendrai un peu plus tard avec une vidéo sur le chapitre suivant, la musique de chambre.